Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai besoin de notes pour vous parler. Généralement, une conférence, ça se fait sans notes. En tout cas pour l'idée que je m'en fais. Mais le livre que j'ai écrit est un livre typé roman, très satirique, avec beaucoup d'insinuations, bienveillantes ou malveillantes. Et donc, il a fallu, pour que je vous parle du contenu de ce livre, de façon relativement académique, que je retienne les principales idées qu'on peut en tirer pour parler management. Ce que je vous propose, c'est de retenir 7 idées. Et mon propos déroulera ces 7 idées, donc à peu près 3 minutes par idée, puisque je suis absolument persuadé qu'une gestion rationnelle du temps de parole permet d'avoir un temps de parole efficace, mobilisateur, créateur de bonheur. Et donc je vais essayer de me soumettre à ce standard. Donc la première idée, c'est qu'on est dans une situation paradoxale. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et les chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines constatent que les organisations ne parviennent à fonctionner que parce qu'il y a un engagement spontané des salariés. C'est-à-dire que les ergonomes nous expliquent, les psychologues du travail, qu'il y a le travail prescrit. Mais il y a aussi le travail réel, qui a plus de valeur que le travail prescrit. Les sociologues expliquent que les organisations, le fonctionnement des organisations est possible parce que les gens ne respectent pas étroitement les règles, l'organigramme, les statuts, les hiérarchies, mais qu'ils font circuler des informations, des alliances qui permettent la production de ce qu'on appelle une compétence collective. Et puis les anthropologues nous expliquent que, en fait, quand on s'engage dans l'entreprise, mais n'importe où ailleurs, c'est parce que on tire plaisir de l'engagement. Et en fait, on s'engage pour s'engager. On s'engage pas pour atteindre un objectif. On s'engage parce que s'engager, ça produit une solidarité émotionnelle forte entre les êtres, ça produit du plaisir, et donc on est heureux de faire ça. Je donne comme exemple la crise sanitaire. À l'occasion de la dernière crise sanitaire, on a vu le personnel des hôpitaux publics et des établissements privés s'associer encore plus fortement qu'ils ne l'étaient jusque-là pour réussir à faire face à l'énorme difficulté que le pays vivait. Donc on peut dire que d'une certaine manière, le monde réel du travail, je dis bien le monde réel du travail, repose sur l'engagement. S'il n'y avait pas d'engagement, ce serait la grève du zèle permanente. Tout le monde connaît cette idée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on se plaint du désengagement, c'est pour une raison simple, c'est que le management n'a pas su reconnaître et valoriser l'engagement spontané que je viens de décrire. Donc le désengagement qu'on connaît aujourd'hui provient d'une incapacité du management à identifier, à valoriser et à reconnaître ce qui est engagé par les salariés en plus du contrat de travail. Deuxième point, comment expliquer cette situation paradoxale ? Pour la comprendre, il faut passer par la mobilisation d'un terme qui est celui de machin. Un machin, c'est quelque chose d'un peu absurde et inutile, qui en plus se prend pour en général. Le machin, c'est précisément cette hypertrophie du management qui consiste à multiplier les formes de rationalisation tous azimuts, l'idéal étant que dans les organisations, tout devienne fluide.
c'est l'idéal de fluidité des organisateurs, c'est-à-dire que on dit processer, mais c'est exactement ça, c'est le principe des industries de process dans lesquelles, à l'intérieur des tuyaux, la matière circule de manière fluide, sans rupture de charge, sans intervention humaine, avec un contrôle à distance. Et l'intervention humaine n'arrive que lorsqu'il y a un incident, un aléa qui n'est pas programmé. Alors, tous les modèles d'organisation correspondent à cet idéal de fluidité. Tous ont pour principe ce que je nomme le PSC dans mon livre. Alors c'est un livre un peu humoristique, hein. Je me moque pas mal, bien sûr, des galéjades du management et de ces mots inutiles. Ça veut dire PSC, programmé, standardisé, coordonné. Tous les modèles de management ont pour objectif de réussir à processer, c'est-à-dire programmer, standardiser et coordonner. C'est d'autant plus facile à imaginer que ces modèles sont élaborés en général tout en haut des tours de la défense, un peu moins haut si c'est juste dans l'exécution, mais la conception c'est plutôt en haut des tours de la défense, et donc loin du terrain, le terrain étant extrêmement embarrassé pour construire des usines à gaz sophistiquées et pures d'une certaine manière. Parce qu'il y a dans la conception de ces usines à gaz certainement une idée de la rationalité économique, mais il y a aussi beaucoup de dimensions esthétiques. Voilà les slides qui sont proposés dans ces univers-là. Et puis c'est un code commun. C'est un code commun. Qu'est-ce que produisent ces usines à gaz? Bien évidemment, elles produisent du désengagement. Pourquoi elles produisent du désengagement? Parce que l'esprit de métier disparaît. L'esprit de métier, c'est la capacité à imaginer des solutions et à les faire partager avec les collègues, à leur transmettre le savoir-faire en les regardant dans les yeux. Hein, ça suppose un contact, une relation physique, émotionnelle, l'esprit de métier. Donc l'esprit de métier disparaît. Le sentiment d'exister subjectivement dans son rapport à la tâche, il est abîmé, il est gauchi, déformé, et le sentiment d'exister collectivement, il est encore plus chagrin parce que la standardisation et les méthodes de coordination limitent considérablement l'accès aux autres, le sentiment d'exister collectivement, le plaisir de l'engagement dont je parlais tout à l'heure. Donc il est assez logique que les méthodes de type PSC produisent le désengagement qu'on connaît aujourd'hui. Mais le management a conscience de ce phénomène-là, et donc ce qu'il a inventé au cours des 15 dernières années en particulier, c'est une conception de l'engagement rationnelle, dictée de façon à la fois autoritaire et empathique. Vous le savez bien, on va dicter aux gens la façon de s'engager, la façon d'être bienveillant, la façon d'être heureux, la façon de partager les informations, la façon d'être une équipe soudée, etc., etc. Et il y a là-dessus toute une production de séminaires, d'actions de créativité, de motivation, de gestion de soi, de gestion d'état d'âme, qui, bien sûr, ne traitent pas le problème du désengagement, tout simplement parce que les gens se rendent compte que l'engagement qui leur est dicté n'a absolument rien à voir du point de vue de leur identité personnelle et collective, rien à voir avec l'engagement spontané. Ce que souhaite le management, c'est que les gens soient engagés pour atteindre tel et tel objectif, alors que ce que souhaitent les salariés, c'est de pouvoir s'engager dans leur conception du métier, dans la conception du collectif de travail, et au passage, seulement, de pouvoir atteindre les objectifs, et souvent d'atteindre les objectifs selon des méthodes qui ne sont pas bien identifiées par le programme PSC dont je parlais tout à l'heure. Donc on est une situation assez absurde,
Beaucoup d'entre nous connaissent ces types d'absurdités. On en rigole beaucoup à la cafétéria, en prenant l'autobus ou le métro, mais c'est absurde, c'est inefficace et surtout ça produit une hypertrophie du management. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant rationalisé, organisé, standardisé, et on n'a jamais autant simultanément développé des séminaires d'accompagnement et des actions consistant à regonfler, comme on le dit élégamment des fois, les gens pour qu'ils continuent à faire le boulot de manière intelligente. Alors, troisième question, troisième thème, pourquoi le management est-il incapable de tirer parti de ce trésor que représente l'engagement? Parce que le trésor, c'est que l'engagement produit la compétence collective. La compétence collective, c'est que l'addition des compétences individuelles, ça ne produit pas autant d'efficacité et d'intelligence que l'addition, que leur seule addition. Le tout est supérieur à la somme des parties. On dit les choses comme ça. C'est-à-dire que dans la compétence collective, il y a des informations qui circulent, mais des liens d'âme entre les êtres. Et c'est ça qui permet de prendre, comme la mayonnaise prend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'addition des compétences individuelles produit quelque chose qui s'appelle la compétence collective et qui est un véritable trésor qui est nourri par l'engagement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne sait pas en tirer parti? D'abord parce que, au niveau des dirigeants, on pense qu'une décision peut être bonne, alors qu'une décision, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine auquel on s'intéresse, que ce soit la vie familiale, la vie politique, la vie en organisation, une décision n'est jamais bonne, mais elle peut toujours le devenir. Et la distinction est importante. Elle est importante, c'est-à-dire que ce qui compte pour qu'une décision soit efficace, vertueuse, ça n'est pas sa qualité intrinsèque, c'est la façon dont les utilisateurs, les sujets, les acteurs qui vont l'utiliser, la mettre en œuvre, peuvent se l'approprier et donc l'améliorer par expérience, avec l'expérience. Deuxième explication, cette croyance qu'une décision peut être bonne représente un marché de dupes, il ne faut pas le nier, c'est-à-dire que entre le vendeur de solutions organisationnelles et l'acheteur de solutions organisationnelles, on achète des choses extrêmement simples, extrêmement élégantes, intellectuellement parlant, et comme on sait que de toute façon ou ce sera complètement déformé, ou ça ne sera pas appliqué, on se satisfait de cette situation en faisant semblant de croire que les solutions qui sont vendues par les grands cabinets conseils de la place de Paris, n'est-ce pas, pourront traiter effectivement les problèmes. Mais il y a plein d'avantages à mobiliser ces croyances. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des croyances naïves. C'est que on fait semblant de croire que le PSC est une bonne solution, alors qu'on sait bien que ça n'en est pas une, mais si on est à l'état-major le seul à dire c'est une très mauvaise solution, ce qui compte c'est l'expérience, l'appropriation, etc., etc., on ne sera pas pris au sérieux, pas du tout. Ça c'est un discours de personnes un petit peu dévergondées et décentrées. Alors, si on essaie, dernière explication, si on essaie de vendre l'analyse du réel du monde du travail, c'est beaucoup plus difficile que de mettre en musique les décisions de la direction générale. Donc le marché est beaucoup plus étroit, il est beaucoup plus risqué, il demande plus de travail, et donc, par facilité, les uns et les autres, les directions et beaucoup de consultants préfèrent mettre en musique les décisions de la direction générale, alors que ces décisions sont fondées sur des croyances qui ne sont pas améliorées, ramenées au réel par la capacité
à tirer parti de l'expérience des salariés. Quatrième point, quels sont les coûts de cette situation? D'abord, le changement devient permanent. C'est-à-dire que comme les solutions d'organisation ne fonctionnent pas, faute d'appropriation, on se dit ça marche pas, donc on change. On avait une organisation Y, ça marche pas, on change. Au lieu de se dire que quelle que soit l'organisation, Y ou Z, elle peut devenir bonne à partir du moment où on ménage et on cultive la capacité d'appropriation, la capacité à rendre la décision intelligente. Deuxième coût, c'est qu'il existe, en particulier du côté des managers de proximité, une capacité à tirer parti des expériences des équipes, une capacité à faire vivre l'engagement spontané, mais très généralement, c'est ceci est tu. C'est-à-dire que le management au plus haut niveau considère que c'est une bonne chose, mais qui ne doit pas être célébré en tant que tel. On ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir, il faut que ça se passe. Mais on ne veut pas savoir comment ça se passe parce que sinon, ce serait remettre en question l'idée qu'on se fait de son statut de décideur. Le troisième coup, c'est bien sûr tout ce qu'on a raconté, expliqué et analysé au cours de ces dernières années. C'est pas mal de lassitude, pas mal de prise de distance par rapport à l'engagement, de retrait, et souvent également pas mal de souffrance. Et le dernier point sur ces coûts, c'est qu'il existe un apprentissage transgénérationnel. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui ont une trentaine d'années, ils ont des parents qui sont aujourd'hui proches de la retraite ou à la retraite, mais qui ont connu précisément ce que je viens de décrire, avec en plus une période dans laquelle ils ont découvert la fin du plein emploi, l'émergence du chômage et la découverte que l'entreprise n'était pas une grande famille, comme on le disait dans les années 80 ou 90. Et on en parle entre parents et enfants. Et donc, la position relativement distanciée et critique des jeunes générations par rapport au travail, il faut bien comprendre que c'est pas génétique. C'est pas génétique. C'est pas seulement non plus les réseaux sociaux. C'est aussi la transmission d'expériences entre les générations. Alors jusqu'où ce que je vous ai expliqué est vrai? Ça n'est pas toujours vrai, bien évidemment. C'est beaucoup moins vrai dans les entreprises où il n'y a pas ce double marché du management, rationalisation ou faiblement. Très grande rationalisation d'un côté et très nombreux investissements dans les états d'âme, tous les machins que propose le management pour rendre les gens heureux malgré eux. Coopératif, inventif, etc., etc. Donc, moins il y a cette hypertrophie du management, que je nomme le machin, plus les gens continuent à s'engager spontanément. Donc c'est vrai plutôt dans les PME, c'est vrai dans un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire, c'est rarement vrai dans les grandes entreprises, c'est vrai aussi dans toutes les entreprises ou tous les milieux qui sont gouvernés par l'esprit de métier, les métiers du droit, les métiers de la médecine, les métiers, les organisations qui sont encore régies par l'esprit de métier. Et puis c'est vrai aussi dans des entreprises où les patrons sont absolument en accord avec le propos que je viens de tenir, même s'ils ne l'ont pas entendu, même s'ils ne le formuleraient pas de façon aussi directe, et qui savent que trop manager à l'entrée et à la sortie, comme je l'ai dit, eh bien c'est pas une bonne solution, et c'est en plus une solution déraisonnable. Alors comment faire pour améliorer la situation? C'est le sixième point. Il faut plutôt que de décider et de conseiller et d'accompagner les gens
là où on leur demande d'aller en temps voulu avec les méthodes voulues, il faut d'abord analyser, observer, écouter sérieusement, scientifiquement, de manière compréhensive, ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans le travail, ce qui se passe dans les organisations, ce qui se passe dans la vie collective des équipes, et non pas faire une étude de terrain juste pour justifier la commande du directeur général de l'entreprise, ce qui arrive de temps en temps. Hein. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. C'est découvrir et mettre en lumière le trésor caché de la compétence collective et expliquer que accepter l'existence de ces pratiques et les cultiver plutôt que de les détruire, ça peut avoir plus de valeur que de mettre en place des visées technocratiques. La troisième idée dans le comment faire, c'est prendre le risque d'innover. Mais innover, comprenons-nous bien, ça suppose de tirer parti des apprentissages, de cultiver des boucles d'expérience, de retour d'expérience. J'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il est galvaudé dans la terminologie du management, mais il faut innover, c'est-à-dire améliorer progressivement la situation en tenant compte des pratiques, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on propose très généralement dans le monde managérial, c'est inventer des machins. Ça va mal dans vos équipes, eh ben on va vous faire des séminaires de Géo 35, je dis n'importe quoi, et donc les gens vont réussir comme ça à se réengager, à être heureux en groupe, à se respecter mutuellement, à se regarder dans les yeux avec amour et je ne sais quoi. Ça c'est des machins. C'est des machins, c'est-à-dire que ça ne tire pas parti de la réalité expérimentée par les salariés et leurs managers de premier ou éventuellement de deuxième niveau. Et puis la dernière solution pour agir, c'est prendre le risque de l'impertinence par rapport à la novlangue managériale. Tout le monde, je crois, connaît ce terme maintenant de novlangue, qui est tiré de l'œuvre de Orwell, 1984. Dans ce livre-là, on explique que l'État totalitaire, c'est un livre de science-fiction, a inventé une novlangue. Cette novlangue, principalement, elle interdit d'utiliser des mots qui permettent de décrire la réalité. C'est interdit. C'est interdit et progressivement, même les gens arrivent à ne plus penser de manière distanciée et critique par rapport à l'arbitraire de la société dans laquelle ils se trouvent. Quand on parle de novlangue managériale, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, on fait référence à ça. Et donc il est important, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, il est important d'être impertinent, d'être dévergondé, de dire les choses qui ne doivent pas être dites, de dire que les gens dans les entreprises, par exemple, ont également des affects, des émotions, des sentiments, des rancunes, des formes de gratitude, que tout ça, ça fait partie de la vie en organisation et qu'il faut le dire, il faut l'analyser. C'est pour ça que j'ai créé dans le livre un consultant assez dévergondé qui ne cesse de décrire tout ce que je vous ai écrit là, mais de manière assez impertinente, provocatrice et surtout, j'insiste là, comme ça vous achèterez tous et toutes mon livre, drôle. C'est-à-dire que il ne fait pas comme le management, il ne se prend pas au sérieux. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'est pas sérieux, puisque ce qu'il dit, c'est le résultat de 30 ou 40 années de recherche pour ce qui me concerne. Merci pour votre attention.